Mes parents venaient de Russie, moi je suis née à Paris en 1921, je pense que mes parents sont venus en 1919. Mon père était avocat à Moscou, ma mère venait d'une province dont je ne me souviens pas. Arrivés en France, ils n'ont eu aucun problème de langue parce que le français était pratiquement obligatoire dans la bourgeoisie, l'aristocratie. Donc même mes grands-mères parlaient français, donc c'était quand même un grand atout pour venir. Mon père a refait toutes ses études de droit à Paris et donc il a pu reprendre son métier d'avocat. Et ma mère ne travaillait pas, mais elle chantait, elle avait une très belle voix. Et j'avais entrepris après des études en faculté pour devenir professeur de français à l'étranger. C'était un truc qui se faisait en un an. Mais j'ai pas eu le temps de le finir à Paris parce qu'on était venu arrêter mon père. En quelle année? En août, une bonne année, 41 je pense, en août 41. Et il n'était pas là, donc on est parti en zone dite libre à ce moment-là. Et j'ai fini mon examen à Toulouse. Et après, je suis allée travailler à Lausée, à Lyon. Donc en fait, vous avez fait Paris, Royan, Toulouse, Lyon. Paris-Royan, c'était juste de mai à août. Ah oui, après vous êtes revenu à Paris. On est revenu à Paris, oui. On est revenu à Paris. Et après, c'était Lyon. Et mes parents, c'était Lyon et Grenoble. D'accord. Et donc, c'est donc à Lyon que vous commencez votre travail au bureau de Lausée rue Gentil. Oui, voilà, c'est là que j'ai eu un travail de salarié, à la fois petite main secrétaire et petite main assistante sociale, sans jamais avoir fait d'études, en travaillant sur le tas. Donc vous étiez avec Charles Lederman et oui, Charles Lederman qui était directeur de Lausée. Et avec Beugy Hirsch, qui était le côté social. Et quel était votre rôle alors au sein de ce bureau finalement? C'était un peu de tout, c'est-à-dire que j'allais voir des familles où je portais des choses, où je tapais des choses pour Charles. Je l'ai même accompagné dans, je sais pas, dans un voyage à Saint-Étienne, je me souviens, mais les souvenirs sont assez flous. Et l'efficacité de mon travail, je ne sais pas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Vénissieux, donc dans le cadre du travail social. Et finalement, comment vous avez été amenée à connaître votre futur époux, Georges Garel? Par Charles Lederman. Comment ça s'est fait? Parce que mon mari était ingénieur à ce moment-là à Lyon, et Charles lui a dit « Votre cantine est très mauvaise, venez chez Mademoiselle Palluin, il n'y a pas grand-chose, mais c'est bon. » Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés autour de la table d'hôte. Par rapport à l'action qui va se produire au camp de Vénissieux, est-ce que toutes ces personnes que vous fréquentiez finalement au bureau de Lausée, dans cette cantine, le week-end chez ces gens, est-ce qu'il y avait une certaine effervescence ou des discussions sur la situation? Non, parce que mon mari était très loin de tout ça. Il était dans son bureau d'ingénieur. Vu les lois raciales, il n'avait plus le droit d'être en contact avec le public. Il s'occupait de ses moteurs. Et c'est Charles qui lui a dit, oui, Charles Lederman, qui lui a dit au moment de Vénissieux, « Georges, vous ne pouvez pas rester en dehors de tout, venez. » C'est comme ça qu'il a commencé ça. Donc au camp de Vénissieux. Au camp de Vénissieux, où il s'est fait remarquer par son efficacité, par le docteur Joseph Veil et d'autres. Dans cette rue sans charme, s'est jouée la vie de 108 enfants juifs, une nuit de misère de l'été 42. Le camp de Vénissieux, dont voici les seules images, regroupe alors 1016 juifs étrangers. Tous ont été arrêtés le 26 août, lors de la première rafle organisée par Vichy en zone libre. Valérie Pertuis a exhumé cette histoire méconnue et reconstitué les parcours des petits miraculés dans un livre. C'est vraiment l'unique sauvetage d'enfants collectifs qui a eu lieu à l'intérieur d'un camp, avec la participation de gens de toute obédience, ce qui est extraordinaire quand même à cette époque, en 1942, de réunir des protestants, des catholiques, des juifs et des agnostiques pour sauver ces enfants, qui étaient tous des enfants de juifs étrangers.
L'opération va durer 2 heures. La plupart des sauveteurs sont à l'intérieur du camp, en toute légalité, officiellement chargés de vérifier qui est déportable, en vertu des lois de Vichy. Ils falsifient alors les papiers, inventent des maladies aux enfants. Lily Garel a fait partie de l'équipe. Elle se souvient de ce document que les parents devaient signer sur l'instant pour abandonner la garde de leur enfant. Tant de vies ruinées. Ça a été dramatique parce qu'il y en a beaucoup qui ne voulaient pas. C'était difficile de leur dire, on sait que vous allez vers la mort, mais au moins évitez ça pour vos enfants. Il y avait des cris, des déchirements. Je ne sais pas s'ils savaient qu'ils ne reverraient plus leurs parents, mais je pense que les parents savaient qu'ils ne reverraient plus leurs enfants. Et il y avait et une misère physique et une misère morale. Avec mes 91 ans maintenant, c'est quelque chose que je n'ai pas oublié. Moi, j'étais avec mes parents et ma sœur, et quand on nous a séparés, il y avait des cris, des pleurs, il y a des parents auxquels on a arraché les enfants. Ça n'a pas été drôle, hein, je vous le dis tout de suite. On était quand même près d'une centaine, et pour moi, c'est un souvenir affreux. Raflés un mardi, ils doivent tous être déportés le vendredi. Mais dans la nuit, diverses œuvres juives, catholiques, protestantes et laïques vont flouer l'occupant et le gouvernement de Vichy. Ils dissimulent un télégramme exigeant le départ des moins de 16 ans et font filer les enfants à l'extérieur du camp. Je vois les autobus qui devaient venir comme ça, de par là, et qui passaient. Et je voyais les parents, donc, ou les personnes aux fenêtres qui essayaient encore désespérément d'apercevoir leurs enfants. Ils cherchaient tout au moins à les apercevoir. Et puis les cars sont partis. Et vous, personnellement, vous vous êtes rendu auprès des mères pour leur expliquer ce besoin d'abandon? Non, c'était plutôt les plus âgés qui faisaient ça. Moi, c'était plutôt une aide matérielle pour les petits, dans mon souvenir. Mais je vous dis, tout était tellement noyé de choses différentes que c'est devenu chaotique. Puis j'ai plus la mémoire que j'avais. Mais par contre, souvent dans votre témoignage, quand on vous entend, ce qui ressort, c'est que vous avez été très fortement marqué par cette séparation qui a été demandée. Bien sûr, parce que j'étais pas encore mère, mais c'était quand même quelque chose qui était très violent. Et beaucoup d'admiration pour certains parents qui ont décidé de se séparer de leurs enfants, pour le bien des enfants. Davia, vous étiez parmi donc les enfants qui étaient au camp de Vénissieux. Oui. Vous étiez avec qui? J'étais avec ma grand-mère, mais je n'ai pas le souvenir d'une séparation violente. On avait dû la prévenir qu'on allait m'emmener, et je la vois sur sa paillasse en haut. Sans réflexe, sans rien, cette femme qui était d'un dynamisme fou, donc allongée. Je n'ai pas le souvenir d'un déchirement, je ne sais pas. Plutôt les bras qui l'en tombaient en fait. Oui, elle est allongée, et moi, je suis fondue dans un groupe, j'ai mon petit carton au cou, et puis voilà. À la suite de Vénissieux, le docteur Joseph Veuille, qui avait une prescience extraordinaire, voyait qu'il ne fallait pas du tout garder des maisons d'enfants avec des enfants déclarés juifs, etc., qu'il fallait faire quelque chose de parallèle. Et il a dit à mon mari, il l'avait connu à Vénissieux, si vous voulez, il l'avait vu à Vénissieux. Ils ont eu un entretien, et il lui a dit, voilà, je voudrais que vous créez ce mouvement. Et à ce moment-là, mon mari était déjà en relation avec son vieil ami, Claude Bourdet. Ils avaient fait toutes leurs études en Suisse. Du mouvement combat? Oui, mais ils l'avaient connu parce qu'ils avaient partagé un appartement pendant 3 ans à Zurich, ils faisaient leurs études. Ils sont ingénieurs de Zurich tous les deux. Et Claude était déjà très engagé. Mon mari a fait des choses avec Claude, mais moi je ne savais rien encore à ce moment-là. Et là, on a parlé ensemble, et il m'a dit, voilà, je suis au croisement de 2 choses, où c'est Claude est du côté plutôt militaire, mais du côté plutôt un truc militaire, ou c'est le travail de sauvetage. Et il a pensé qu'il y aurait moins de volontaires
pour ce genre de travail social, si vous voulez. Et votre mari était quelqu'un de très optimiste. Quel était son caractère? Comment vous C'était quelqu'un très organisé. Optimiste, je ne sais, je ne peux pas vous dire, on ne parlait pas d'optimisme ou de pessimisme, ou de très conscient de ce qui se passait. Après-guerre, vous avez reparlé de, je sais pas, de Vénissieux ou de... Pas spécialement de Vénissieux. Après-guerre, si vous voulez, la première idée de mon mari, c'était de tous ces enfants qui n'avaient pas de famille. En très peu de temps, il y a eu je ne sais plus combien de maisons d'enfants qui ont été recréées. Il a poursuivi donc... Jusqu'en 48, jusqu'à fin 48, et je l'ai un peu poussé à reprendre son métier. Je ne le voyais pas finissant dans les œuvres toute sa vie. Mais il est toujours resté très proche de Lauzé, très, très impliqué. Oui, il y a eu un gros travail après-guerre. Il y a eu un gros travail de reconstitution et de... Et vous, Lily, vous étiez surtout sur votre rôle de mère de famille ou vous avez aussi... Ah, j'étais tout à fait sur mon rôle de mère de famille, étant donné que j'en ai eu 4 en moins de 5 ans. C'était de quoi vous occuper. Après, ça c'est un tout petit peu... la dernière que vous connaissez, Nathalie, elle est née 9 ans après le 6e. Quand même, Lily, vous avez eu un rôle très important aussi pour faire en sorte que la mémoire du travail de Georges Garel soit maintenue. Écoutez, c'est normal. J'ai eu envie à un moment donné, si vous voulez, je trouvais qu'on inaugurait beaucoup de maisons au nom de l'un, de l'autre, etc. Et j'ai dit un jour, et à quand mon mari, donc la maison a pris son nom. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, je voudrais quand même qu'il y ait quelque chose qui reste. Mais il n'y avait plus de témoins. C'est pour ça que finalement, c'est comme si c'est lui présentait ce livre. Plus de témoins, plus personne. Donc il y a ce qu'il a écrit, le petit livre sur ce qui a été fait par Lauzé, puis il y a eu le témoignage des enfants, le mien, Cathy Hazan. Pour moi, c'est un peu une manière, si tu veux, ça y est, le boulot est fait, il y a quelque chose, il y a une trace de mémoire. Il s'est passé ici quelque chose d'exceptionnel à Vénissieux, c'est que s'il y eut 545 déportations au mois d'août, à la fin du mois d'août 1942, il y eut aussi le sauvetage de tous les enfants. Et je crois que c'est un événement suffisamment exceptionnel pour qu'il y ait des plaques et pour que Lyon se souvienne que les églises, la population, un certain nombre d'œuvres caritatives et même le général commandant la région militaire se sont élevés contre ces mesures anti-juives qui étaient inhumaines. Donc je suis là. Tant que je peux, je viens. Nous, il faut se souvenir jusqu'à notre dernier souffle. Et puis, pendant qu'on se souvient, on essaye de transmettre les plaques, les livres, les films. Tout ça, c'est fait pour transmettre aux jeunes générations. Puis après, on ne saura pas ce que ça donne, mais en tout cas, on aura fait ce qu'on peut, quoi.